Bonjour être de lumière. Des oiseaux et des tracteurs dans ce beau printemps. Rien que pour vous. Je vous propose une capsule spéciale sur les lanceurs d'alerte. Que penser des lanceurs d'alerte? J'ai été interpellée de recevoir plusieurs invitations à écouter le live de mardi dernier, regroupant 4 lanceurs d'alerte autoproclamés. J'ai été interpellée aussi par le nombre de personnes qui suivaient ce live, 30 000 en direct mardi soir. Et puis ensuite, un article sur un blog, L'Extracteur, un article de journaliste visiblement, quelques jours plus tard, sous le titre « La naissance d'une secte » en direct sur YouTube. Ce journaliste rend les lanceurs d'alerte d'autant plus visibles pour les démolir, mais n'a pas signé son article et a fermé les commentaires sur sa page, se fermant ainsi à la critique. Une secte est une religion qui n'a pas réussi, disait mon professeur d'anthropologie générale en première année. Il est en tout cas incontestable que le journaliste auteur de l'article s'y entend en manipulation. On commence l'article par l'ordre du temple solaire, qui n'a rien à voir avec les lanceurs d'alerte, et il place l'ordre du temple solaire, notamment pour pouvoir également utiliser le mot escroquerie et escroc dès les premières lignes. Et puis, l'article continue avec des petits extraits choisis du temple solaire, et tout cela complètement hors contexte. C'est suffisamment long pour mettre le lecteur, s'il ne se fatigue pas, dans le même état d'esprit que lui. Et quand on arrive enfin au lanceur d'alerte, on ne se souvient même plus du sujet de l'article. Le journaliste cite 4 hommes comme piliers du temple solaire, il y a 4 lanceurs d'alerte, la boucle est bouclée. La presse a grand usage de cette fameuse cuillère à peau qui fait un mélange, un amalgame de plein de choses, de sorte qu'on ne puisse plus reconnaître les différents ingrédients. L'utilisation du terme secte en particulier est un outil de journaliste pour exploiter l'émotionnel de ses lecteurs. En d'autres termes, c'est un exercice de manipulation. Le terme adepte, qui désigne le participant à des stages, est un autre de ces exercices. L'utilisation du terme suscite chez celui qui le lit des errances de son imagination plutôt qu'une envie d'analyser le contenu. Ces termes secte et adepte charrient en effet un lourd bagage en imaginaire. Anthropologiquement, le terme de secte n'est pas valide. La mise en place d'un observatoire des sectes vise simplement à avoir la main mise sur des groupes d'influence. Le terme secte évoque de manière très vague des mouvements dissidents par rapport à l'autorité en place. Souvenez-vous des cultes du cargo dans le XXe siècle, commencé en 1893 à Biak, au nord de la Nouvelle-Guinée. Ces fameux cultes du cargo océanien, cette dénomination qui a servi à interdire des groupes qui prenaient leur indépendance vis-à-vis de l'autorité coloniale. Ça visait également à les tourner en ridicule et à les faire soigner dans des camps spécialisés, visant à les réorienter avec l'aide de psychologues. Par ailleurs, la spiritualité, cheval de bataille des lanceurs d'alerte dont il est question, effraie les partisans de la théorie de l'homme biologique. Nous sommes dans une société qui reste hautement sécularisée. Et c'est précisément dans les situations de crise que les questions existentielles se soulèvent, bien au-delà des institutions et des décisions humaines. Nous avons au moins cette liberté de penser et de réfléchir. Nous avons cette liberté, mais dans le monde que nous nous sommes construits, nous avons peu de liberté en réalité. Nous nous sommes mis nous-mêmes en prison et nous trouvons des raisons d'y rester en invoquant les responsabilités que nous nous sommes mises nous-mêmes sur le dos. Dans une grande partie de son contenu, la pseudo-science des lanceurs d'alerte vient d'Hippocrate lui-même et de médecins célèbres des siècles passés. Pour citer Hippocrate, « Bois ce que tu manges et mange ce que tu bois. Que ton aliment soit ta seule médecine. Laisse ta nourriture être ton remède ta nourriture. La digestion, où se trouve 80% de notre système immunitaire, donc responsable de nombreuses maladies. » C'est de cela que les lanceurs d'alerte se revendiquent. C'est sur cela qu'ils basent leurs conseils prodigués aux personnes. Leurs affirmations se basent donc sur de la médecine d'autres siècles, Paracels, Aristote, Galien, Hippocrate, Hildegard von Bingen, parmi d'autres. Ces médecins et savants ont fait leurs preuves, puisqu'on utilisait encore la médecine galénique au XIXe.
C'étaient des savants comme il n'y en a plus à l'époque actuelle, sauf peut-être Noam Chomsky. Au XXe siècle, il y avait Georges Devreux, Nikola Tesla, un peu plus tôt Rudolf Steiner. Ils sont rares et on s'en souvient. Un savant est quelqu'un qui a une compréhension globale du monde parce qu'il a étudié la psyché humaine, les mathématiques, les langues, les comportements, les lois de la physique et de la vie, la géographie. Le savant a une vision d'ensemble dont sont incapables les érudits actuels. Les scientifiques parlent constamment de décloisonnement, de faire communiquer les sciences entre elles. C'est d'autant plus crucial que nous sommes devenus hyper spécialisés. Il n'y a plus de vrais savants avec une vision globale des choses. Le ralentissement actuel a montré que non seulement on ne décloisonne pas les disciplines scientifiques, mais qu'au sein d'une discipline, il n'y a aucune communication. Chacun y va de sa petite soupe. Des expériences pratiquement semblables sont effectuées à différents endroits du globe sur des malheureux animaux qui n'ont rien demandé. N'oublions pas que la science est un outil de compréhension du monde, qu'elle se fonde sur des hypothèses. Dans notre société, le médecin remplaçait le prêtre pour pouvoir décider à la place des gens. La hiérarchie médicale remplace la hiérarchie religieuse dans sa fonction de maître à penser. N'oublions pas notre liberté de penser. Nous avons le droit de disposer de notre corps, quoi qu'en pense le médecin et le lanceur d'alerte. Dans une situation déconcertante comme c'est le cas maintenant, il est légitime de chercher une explication rassurante auprès des autorités établies ou au contraire des contre-autorités. Des lanceurs d'alerte par exemple. Nous avons tendance à chercher une explication qui nous conforte dans nos propres opinions, c'est humain, naturel, qu'elles se basent ou non sur des arguments rationnels et cohérents. L'opinion de la plupart des gens ne se construit pas sur des découvertes scientifiques, ni sur l'avis des spécialistes dans leur domaine. Qui donc lit Nature ou la recherche? Leur avis se construit de façon hâtive sur base de l'avis de journalistes à peine instruits sur le sujet, et dont certains manipulent les informations dans le sens qu'ils trouvent juste, avant même d'avoir commencé à se renseigner. L'opinion de la plupart des gens se construit donc de manière arbitraire, avec l'illusion de maîtriser le sujet, puisque le journaliste est supposé l'avoir fait pour eux. Ça les fait se sentir autorisés à s'exprimer sur les réseaux sociaux et dans les conversations, et à laisser leur colère déferler sur l'un ou l'autre, sans être au courant des tenants et aboutissants de la problématique. En plus de la dimension supposément objective d'une opinion, il y a une dimension émotionnelle, qui fait pencher la balance en faveur du journaliste, du scientifique, du lanceur d'alerte, du curé, du psychologue. Personne ne sait vraiment que faire, et le fleuve des débats alimente la confusion. La barque vogue à la dérive, et n'arrête pas de changer de cap, pour des raisons tantôt stupides, tantôt ineptes. Ceci pour donner aux changeurs de cap l'illusion d'agir pour faire cesser la situation. Les acteurs du front, nos décideurs, ont montré leur incapacité à faire face à une crise. Il n'est pas sûr toutefois que la situation leur serve de leçon. Ils rivalisent de mauvaise foi. La crise et le caractère contradictoire des communications des autorités incitent de nombreuses personnes à chercher ailleurs de quoi se construire un avis. En situation de crise, nous nous cherchons nous-mêmes dans les explications sur le monde, afin de ne pas disparaître complètement. C'est notre manière d'exister que d'avoir l'impression de comprendre. Les mesures bousculent nos libertés individuelles. Les mesures de confinement, j'entends. En quelques jours, nous avons accepté de nous plier à des comportements que nous aurions trouvé ahurissants de voir chez d'autres. Cela soulève la question de notre facilité à être manipulés et à accepter d'être contraints à des décisions arbitraires. Entendons-nous, les mesures de confinement ne sont sans doute ni appropriées ni efficaces. Les autorités du monde ont certes montré leur impuissance, mais elles ne peuvent pas faire mieux. Et ces mesures rassurent ceux qui ne peuvent pas compter sur eux-mêmes pour accepter la réalité d'une crise mondiale, maintenant. Car elle est là, à notre porte. Il n'est plus question de projection, d'anticipation, de science-fiction. La crise concerne l'humanité entière, et nous connaîtrons tous un mode de vie différent après. Réaliser cela représente l'effondrement du monde pour beaucoup de gens. Une différence avec les crises précédentes est la présence massive des médias dans le débat. Les médias ont tendance à confondre leur devoir d'information avec un devoir de saturation, de bombardement. Le paysage humain est saturé. Personne ne sait que faire, ni que penser. Et ce qu'il rajoute de l'immobilisme à la pensée complètement figée. Nous pouvons nous tourner vers une autre entité pour désencombrer le paysage médiatique, en dehors du paysage humain, la forêt. L'agitation parfois délirante des conversations humaines actuelles se pose parmi ces arbres qui étaient là avant nous et qui nous suivront probablement. Finalement, que les uns ou les autres aient raison n'a pas d'importance. Une chose est sûre, nous alimenter d'affirmations contradictoires nous agite et ce n'est pas le plus judicieux en situation de crise.
La presse a achevé de nous démontrer qu'il vaut mieux vivre radio éteinte. Cette crise est en réalité plus émotionnelle que sanitaire. Il est capital de renforcer notre stabilité et notre sérénité, qui s'en ressentent sur notre santé. Capital aussi de réaliser que nous sommes les acteurs de notre vie, ce qui est absolument frappant dans cette situation de ralentissement. Être confiné chez soi nous renvoie le miroir de notre propre existence et de ce que nous avons construit. Nous nous sommes nous-mêmes mis dans cette situation. C'est le moment, c'est l'instant pour repenser ce que nous voulons vraiment dans la suite de notre vie, car, qu'on le veuille ou non, un jour ça s'arrête. On peut toujours se dire que l'important est le chemin et pas la destination. D'ici la joie de partager à nouveau les petites découvertes avec vous. Je vous envoie le feu du cœur d'ici la fois prochaine.